Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de notre Hebdo IT et Télécom, 21e édition d'ailleurs de cette Hebdo IT et Télécom. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet qui a retenu notre attention, le baromètre de la transformation digitale que la SS2I CST sort maintenant pour sa deuxième édition, si j'ai bien compris, qui fait un peu l'état des lieux de la transformation digitale sur le paysage franco-français ou européen? Plutôt franco-français, mais avec des grandes entreprises, bien entendu. Donc intéressant dans la mesure où c'était le deuxième baromètre, donc ça veut dire qu'évidemment on peut faire des comparaisons avec le premier, donc ça c'est intéressant. Et donc, bon, une présentation générale du style, comme on passe au digital, les fameux 4P que tout étudiant en marketing a appris pendant sa scolarité, et a essayé de mettre en pratique. CSC essaye de passer au 4D, donc on passera sur les 4D. C'est pas ça le plus intéressant. Et donc à l'occasion de cette présentation, donc ils ont fait venir des grandes entreprises comme SNCF, Renault, et puis ING Direct et l'incontournable Google. Alors déjà sur le constat et l'évolution par rapport à l'année dernière, donc la première chose c'est que la grande majorité, donc plus de 90% des personnes interrogées, donc les personnes interrogées, c'est les décideurs en entreprise. Donc c'est un panel assez varié, principalement dans les métiers et également dans les DSI. Donc plus de 90% des gens considèrent que la numérisation, c'est un événement, un phénomène important ou très important pour l'entreprise. Donc ça, le constat est clair. La question ne se pose plus. Il faut y aller parce que c'est important. Le deuxième enseignement, c'est que par rapport à l'année dernière, donc en un an, 60% des entreprises déclarent avoir une stratégie digitale par rapport à 50% l'année dernière. Donc c'est une évolution de 10%, ce qui est quand même relativement significatif en un an. Ensuite, si on continue sans trop harasser nos internautes de chiffres, évidemment, il y a toujours la question de savoir est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est une opportunité. Évidemment, pour la moitié des personnes interrogées, ça constitue un risque, ce qui n'est pas trop étonnant, mais en revanche, la quasi-totalité des gens pensent que c'est une opportunité. Donc là où le mot finalement ubérisation, qui maintenant est utilisé tarte à la crème, mais plutôt utilisé de manière négative, c'est-à-dire qu'en gros, puisqu'on le voit bien, les entreprises qui sont questionnées ont bien conscience que le danger vient pas tellement de leur secteur, parce que leur secteur c'est des concurrents qui connaissent, etc., mais vient du dehors, et c'est pour ça que le terme ubérisation, puisqu'il y a eu Uber qui est venu de nulle part et qui tout d'un coup a surgi et est devenu le principal concurrent. Donc c'est vraiment de l'extérieur que ça vient. Mais malgré tout, finalement, pour la quasi-totalité, c'est une opportunité pour aller vers de nouveaux marchés, changer de musée de modèle, enfin faire des choses nouvelles. Donc ça, c'est le point positif. Et puis, donc les enseignements du côté des grandes entreprises, du côté de la SNCF, évidemment, la représentante de la SNCF disait que, bien entendu, alors qu'a une expérience assez longue, hein, puisque voyagesncf.com, maintenant, c'est plus de 15 ans d'expérience, donc c'est pas nouveau, et c'est plus d'un billet sur deux qui sont vendus en ligne, donc c'est quand même, maintenant, c'est entré dans les mœurs, quoi. On n'est plus au niveau de l'expérimentation, et donc, bon, un historique assez important, et elle rappelait quand même que, évidemment, pour que tout ça fonctionne, il faut qu'il y ait de la connectivité. Donc connectivité, ça veut dire des réseaux qui fonctionnent, donc à la fois chez les clients, mais aussi dans les trains. Et là, il y a encore du travail à faire. Parmi les grands chantiers, il y a l'open data. Donc là, c'est quelque chose qui a bien avancé, puisqu'elle faisait état de plus de 2000 startups qui, finalement, via l'API que met à disposition la SNCF, peuvent se brancher directement sur le flux de données que met à disposition la SNCF
SNCF, et donc développer des services divers et variés. Bon, sur les 2000, évidemment, il n'y en aura pas 2000 qui seront utilisés, mais néanmoins, c'est quelque chose qui est en marche. Donc ça, c'est côté de la SNCF. Et puis, les grands chantiers, c'est autant sur les grandes lignes, il y a eu des choses qui ont été faites, autant dans tout ce qui est transilien urbain, on va dire, là, il y a vraiment du progrès à faire. Alors, je dirais que c'est même pas du progrès du côté de la connectivité, mais du progrès au niveau du transport lui-même, parce qu'il suffit de prendre le RER pour voir qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis, le mobile. Donc là, le mobile, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, c'est vraiment le sujet en soi. Côté Renault, donc c'est un peu plus intéressant parce que c'est un peu plus récent. Et donc là, il y a un chiffre qui est intéressant. On voit bien que le numérique est entré dans le cycle de vente des produits en amont, pendant et après. Et les réseaux sociaux deviennent aujourd'hui le deuxième levier dans la vente des véhicules. Donc ça veut dire que maintenant, c'est devenu, ça fait partie intégrante du cycle d'achat, puisqu'on est côté acheteur. Donc ça veut dire que le constructeur, lui, c'est plus maintenant un petit problème accessoire. On est vraiment dans le dur, et c'est ça ce qui fait vendre des voitures. Donc ça veut dire que finalement le concept de numérisation, qui parfois est un peu abstrait et théorique, on rentre dans le dur, et c'est bien quelque chose qui est intégré dans les processus durs, l'achat, la vente, les processus des entreprises au quotidien. Alors on change de sujet finalement, hein. On reste même sur l'IT Ethical, on parle de Windows 10, qui, on l'a peut-être oublié, mais sûrement pas, a été lancé il y a un petit peu plus de 6 mois maintenant, et c'est le moment de faire le point. Alors Windows 10, effectivement, on aimerait l'oublier si on est un utilisateur, mais évidemment quand il plante, là il se rappelle à votre bon souvenir, donc Mais rassurons nos lecteurs, ça n'arrive que très rarement. Ça n'arrive que très rarement, mais enfin en tout cas ça nous est arrivé, donc c'est pour ça qu'on en parle. Alors pourquoi on en parle? Parce que ça fait à peu près 6 mois que c'est sorti, puisque c'était le 29 juillet dernier, et donc c'est le site de statistiques Net Market Share qui a sorti les chiffres de janvier, qui montrait, et c'est pour ça qu'on en parle, qui montrait que Windows 10 arrivait en deuxième position derrière Windows 7, qui était encore très loin devant avec 50% de part de marché, et Windows 10 est un petit peu plus donc c'est à peu près 12% qui est aujourd'hui devant Windows XP et Windows 8. On ne parle pas de Vista, puisque Vista a disparu complètement de la circulation. Là pour le coup, on a envie de l'oublier. Donc, alors, est-ce que verre à moitié plein, à moitié vide? Évidemment, on pourrait longuement disserter là-dessus, mais en tout cas, vu le forcing que fait Microsoft pour passer à Windows 10, on pourrait dire que c'est quand même un résultat qui n'est pas aussi mirobolant que ça, sachant que si on fait référence, par exemple, quand on parle de la pression exercée par Microsoft, on fait par exemple référence à la déclaration qu'avait fait Chris Capocella, qui est directeur du marketing de Microsoft, qui en substance disait, en gros, si vous utilisez Windows 7, c'est à vos risques et périls. Donc bon, c'est bizarre de dire ça, parce que Windows 7 n'est pas si vieux que ça, et d'ajouter aussi, c'est très embêtant de savoir que, il parlait là de référence à Windows XP, qu'il y a encore des clients, qui n'est plus supporté d'ailleurs, qui utilisent un système d'exploitation qui a plus de 10 ans d'âge. Donc il y a vraiment une pression de la part de Microsoft pour faire ce passage. Et puis, alors pour modifier un petit peu ces chiffres, il y a un site de statistiques américain qui dispense des statistiques pour les agences gouvernementales de toutes sortes, dont des statistiques dans le domaine numérique, et qui lui agrégeait finalement à la fois les OS PC, mais aussi le mobile. Et là, Windows 10 est encore loin, est tout à fait différente, puisqu'on a Windows 7 qui vient toujours en premier, mais après il y a iOS, il y a Android, et puis derrière il y a Windows 10. Donc on voit bien que le panorama n'est pas
aussi positif que ça, sachant que, évidemment, la grande question qui se pose pour les entreprises, c'est pourquoi passer à Windows 10, en dehors du fait que Microsoft a bien envie que j'y passe. Il faut quand même des raisons, parce que les migrations, même s'il y a des outils d'automatisation, des choses comme ça, c'est toujours un véritable casse-tête, et puis pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose. Donc il faut quand même de très très bonnes raisons de le faire. Et là, la question entre rester sur l'existant ou passer un nouvel OS se pose. Donc bon, on verra comment les choses évoluent dans les mois à venir, mais en tout cas jusqu'à présent c'est une évolution qu'on peut qualifier de modeste. Alors on change encore de sujet et d'univers. Signe d'ailleurs que la transformation numérique gagne toutes les couches de la société, le vénérable Collège de France a accueilli une leçon inaugurale sur un terme que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas forcément, le deep learning. Et avec, par intermédiaire de Yann LeCun, qui est professeur émérite des universités et aussi chercheur chez Facebook. Alors effectivement, donc Yann LeCun, c'est un de ces Français qu'on exerce, parce que c'est quand même une réussite, qui est en ce moment donc était professeur ou qui était toujours professeur à l'université de New York, et qui est actuellement directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. Donc c'est quelque chose d'intéressant, et qui donc a en fait fait un cours au Collège de France sur le deep learning, donc apprentissage profond en bon français. Donc un cycle de cours et d'ateliers au Collège de France sur le sujet, donc, et tout ça est présenté en vidéo, donc pour ceux que ça intéresse, ils peuvent le suivre. Et donc la leçon inaugurale, donc c'est un peu introductif sur le sujet, c'était vraiment très, très intéressant. Donc en fait, ce qu'on peut en retenir, c'est que il y a eu des avancées spectaculaires dans ces quelques dernières années. Une idée qui avait été également avancée par Jérôme Pessanti de IBM Watson. Donc à la fois, évidemment, la puissance de calcul, c'est toujours là, mais par l'évolution des techniques et des approches qui ont beaucoup évolué, et donc qui se traduisent par le fait que la reconnaissance d'image, la reconnaissance de la parole sont vraiment des domaines qui ont progressé considérablement. Et donc, en fait, l'idée qui ressortait un peu de cette leçon inaugurale, c'est que, je dirais que l'approche, donc puisqu'on est dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc évidemment, dès qu'on parle d'intelligence, on se réfère toujours au cerveau, et que l'approche, on va dire biologiste, entre guillemets, n'est peut-être pas la bonne approche, c'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas copier ce qu'on pense du fonctionnement du cerveau, mais il faut essayer s'en inspirer, mais de prendre un peu de distance par rapport à ça. Et il donne un très bon exemple qui est, bon, c'est une analogie, une métaphore, mais quand même intéressante, qui est l'avion qui a été développé par Clément Ader. Et donc c'est un avion en fait qui ressemble étrangement à une chauve-souris, et le résultat, donc c'est un avion qui a décollé, mais qui était totalement immaîtrisable, et qui a été un échec total, sachant que quelques années plus tard, il y a eu les Wright Brothers aux États-Unis qui, eux, ont trouvé le bon système. Et ces deux dont on se souvient, c'est pas vraiment de Clément Ader, en tout cas à l'international. Et en fait, la raison, c'est que Clément Ader s'était inspiré de manière trop proche du fonctionnement des animaux. Donc, à la limite, s'il avait fallu faire, il aurait fallu représenter, enfin refaire le battement des ailes, utiliser des plumes, enfin, et donc en fait c'est les lois de la physique qui ont permis de faire qu'on a pu. Donc ça c'est la première idée. La deuxième idée intéressante pendant cette conférence, c'est que malgré tous les progrès qu'on a fait ces derniers temps. Au niveau de tout ce qui est microélectronique, puissance de calcul, on est encore très très loin de la possibilité de fabriquer un cerveau humain. Et d'ailleurs, donc, il a redonné quelques chiffres du cerveau, qui est un objet absolument extraordinaire, des caractéristiques fantastiques, et on en est très très loin. Et très très loin, c'est combien ? Eh bien, c'est quasiment, c'est un facteur de 1 million. Donc ça veut dire que si on projette la loi de Moore au rythme actuel, sachant qu'on sait bien qu'on ne sait pas si ça va continuer, il faudrait encore 30 ans.
30 ans. Donc ça veut dire qu'on arrive en 2045 pour reproduire un cerveau humain. Sachant que là, on ne parle que de puissance de calcul. Et qu'il y a évidemment bien autre chose derrière. Il y a tous les principes de fonctionnement, l'algorithmique, des choses comme ça. Donc se calquer uniquement sur le cerveau humain, c'est peut-être pas la bonne chose. Donc, mais néanmoins, c'est une discipline qui est en plein développement, en plein foisonnement, et qui arrive aujourd'hui à des résultats spectaculaires. On en voit, par exemple, quand on utilise son smartphone, on voit qu'il y a déjà des premiers résultats. Mais en tout cas, c'est vraiment un champ entier qui s'est ouvert et qui va continuer à se développer très très fortement. Alors ça, c'était pour la semaine passée, et puis évidemment, la semaine prochaine, c'est la grand-messe annuelle des télécoms, le Mobile World Congress dans la belle ville de Barcelone. Informati News y sera d'ailleurs par l'intermédiaire de Thierry Outrebon, notre spécialiste des réseaux et des télécoms. Donc c'est le moment un peu de faire le point sur les annonces. Absolument. Alors déjà le premier point, c'est qu'aujourd'hui finalement il y a vraiment deux grands salons au niveau mondial. Il y a le CES de Las Vegas, donc c'est le premier rendez-vous en janvier, c'est on va dire l'ensemble des technologies. Et d'ailleurs, à ce titre, on peut se dire, oui, mais tout ça, technologie, c'est un peu des gadgets, des choses comme ça. Bah, non, pas vraiment. D'ailleurs, si on prend par exemple le SIGGREF, qui est le représentant des grandes entreprises françaises, a envoyé une équipe, enfin un voyage d'études là-bas. Donc c'est bien pour montrer que finalement les entreprises aujourd'hui ne peuvent pas rester à côté de tout ça. Donc il y a le CES et puis le Mobile World Congress à Barcelone. D'ailleurs, c'est la 10e année et on se souvient que il fut un temps, c'était en France. C'est dommage que ça ait quitté le territoire. Bon, enfin, maintenant, c'est à Barcelone, c'est un fait. Donc, c'est l'occasion, évidemment, de toute l'annonce de nouveaux mobiles. Donc là, en fait, finalement, c'est le monde Android parce que Apple fait un peu cavalier seul. Et Apple, lui, c'est en septembre. C'est un peu comme Woody Allen, on l'a déjà dit. Il sort ses nouveaux modèles en septembre, donc il le fait en solo. Les autres, c'est Samsung, c'est LG, c'est Huawei. On attend les nouveaux modèles. Bon, ils ne vont pas révolutionner, mais en tout cas, on les attend. Et à cette occasion, en fait, le Gartner a publié ses chiffres du marché des mobiles en 2015, donc des chiffres, on ne va pas en dire des tonnes, mais juste quelques-uns qui situent un petit peu où on se situe aujourd'hui et qui montrent aussi l'évolution de ce marché. Le premier chiffre, c'est il s'est vendu l'année dernière, en 2015, 1,4 milliard de smartphones, parce que maintenant, Gartner fait bien des statistiques sur uniquement les smartphones. Donc c'est évidemment considérable, parce que ça veut dire il y a 7 milliards d'habitants sur la planète, ça fait 1 sur 5, c'est un ratio énorme. Et si on rapproche ça avec des ordres de grandeur, je crois qu'en gros l'ordre de grandeur du nombre de voitures par an, c'est 50 millions, donc on voit bien, et puis 250 millions de PC, donc on est à une échelle très très différente. Donc ça, c'est pour situer un peu le phénomène. Et on parlait tout à l'heure de la SNCF qui disait que le mobile était un chantier. Ben on le voit bien, parce que maintenant le mobile, ça fait partie, c'est l'accessoire absolument indispensable. Je ne sais pas si c'est indispensable, mais en tout cas tout le monde l'a. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'évolution des acteurs. Et là, le premier constat, c'est qu'en l'espace de 2 ans, Samsung a connu une baisse assez plus que significative, puisqu'il est passé de 30 à 20% de part de marché. Donc c'est quand même une évolution très significative. Donc Samsung numéro 1 toujours, mais avec seulement 20% du marché. Donc est-ce que cette évolution va continuer? Ça, on le verra. Apple se maintient en 2e position. Donc Apple, parce que c'est vraiment 2 mondes. Il y a d'un côté le monde Android, le monde Apple qui gère sa filière du tout intégré, qui se maintient à peu près dans des eaux un petit peu inférieures, mais à peu près le même ordre de grandeur. 15%, Ensuite, 16%. on a 3 Chinois qui sont à peu près, si on fait le CA cumulé, on a un petit peu moins de 18%, quelque chose comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le reste, tous les autres, c'est 45%. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que finalement, les positions ne sont pas établies du tout et que ça bouge de manière extrêmement rapide et que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être
pas l'année prochaine. Donc c'est vraiment un marché qui est très volatile. C'est pour ça que finalement, le suivre au trimestre, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, le suivre d'assez près chaque année, c'est intéressant parce qu'on voit bien l'évolution des différents acteurs. Donc on suivra ça avec intérêt et évidemment, on reviendra longuement sur ce qui se passe la semaine prochaine à Barcelone au travers de nos articles et de nos reportages. Merci Guy, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition de notre hebdo IT Télécom. Et on fera évidemment le point sur le Mobile World Congress. À bientôt en tout cas, merci.